Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer ce 4e webinaire. En quelques mots, le réseau NACRE. Donc, le réseau NACRE, c'est le réseau nutrition, activité physique, cancer, recherche. C'est un réseau qui existe depuis bientôt 23 ans et qui est composé d'équipes de recherche publiques qui sont expertes sur la thématique activité physique, alimentation, cancer. On a 4 objectifs. Le premier, ça va être de fédérer justement la recherche sur cette thématique en France, en faisant collaborer les équipes ensemble. Le deuxième va être de participer à des expertises collectives nationales qui peuvent découler d'ailleurs à des recommandations à destination du grand public ou des patients. Et ensuite, justement, le 4e objectif, ça va être de former les professionnels de santé au regard de ces recommandations. Et le 4e objectif, d'informer les publics, le grand public, les patients, justement de connaissances sur cette thématique-là. Alors le réseau, il est transversal puisqu'il travaille à la fois sur de la prévention nutritionnelle des cancers, donc en amont, et également sur de la prise en charge pendant la maladie et de la prévention nutritionnelle tertiaire avec la prévention des risques de récidive et des seconds cancers. Alors, les principaux partenaires du réseau sont l'Institut national du cancer et l'INRAE. Alors, le réseau, qu'est-ce que c'est? Le réseau, c'est une cellule de coordination composée de 3 membres. Donc, il y a un coordonnateur scientifique, le docteur Bernard Scour, une chargée de communication et une chef de projet scientifique. Et à côté de ça, il y a plus de 43 équipes de recherche qui sont membres du réseau et qui sont situées sur toute la France et dans le périmètre des 7 cancéropoles. Comme vous pouvez le voir, ces équipes, elles vont avoir différentes approches. On va avoir des équipes qui vont travailler sur la méthodologie épidémiologique, ou alors une approche clinique, expérimentale, ou encore sciences humaines et sociales. Ces 43 équipes, ça représente plus de 440 experts et expertes de la thématique, et c'est plus de 170 projets de recherche, justement, sur le lien entre la nutrition et le cancer, et dont 30% des projets qui sont collaboratifs. Qu'est-ce que ça veut dire collaboratif? Ça veut dire que dans un même projet, il y a au moins 2 équipes NACRE qui sont impliquées et qui travaillent ensemble. Alors le réseau, c'est aussi tous les ans l'organisation de séminaires scientifiques. Ça peut être à destination des membres du réseau, mais aussi globalement à la communauté scientifique. Des formations à destination des professionnels de santé, des événements annuels pour le grand public et les patients, comme par exemple cette année, il y a une exposition cancer à la Cité des Sciences et de la Villette, donc on va se dérouler à Petit-Déroule depuis septembre 2022 jusqu'au août 2023. Le réseau a été sollicité pour mettre en place et élaborer un totem sur les fake news autour de la nutrition et le cancer. Et on va également organiser en février 2023, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, un événement dédié alors là, au grand public, mais plus spécifiquement aux jeunes lycéens étudiants en santé autour de la prévention nutritionnelle des cancers. Et c'est aussi la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Le réseau, dispose d'un site web certifié sur lequel vous pouvez retrouver différents dossiers sur la thématique et également des outils à destination des chercheurs, des professionnels de santé, des grand public, des patients, qui sont disponibles soit en téléchargement, soit à la commande gratuitement. Et puis enfin, on interagit très souvent sur nos réseaux sociaux pour diffuser nos dernières actualités, nos derniers documents d'information, donc Twitter, LinkedIn, YouTube. Et aujourd'hui, donc vous participez au webinaire. Alors les webinaires, c'est récent, ça a été créé en 2022, c'est les nouveaux rendez-vous scientifiques trimestriels du réseau. Il est ouvert à tous, sur inscription et gratuitement, et on invite un expert français ou international de la thématique à parler de ses travaux ou une expertise scientifique à laquelle il a participé dans diverses disciplines.
un Webinax. Donc d'abord l'expert, là en l'occurrence aujourd'hui l'experte qui va vous présenter ses travaux, et ensuite vous aurez l'occasion pendant 15-20 minutes de poser vos questions en direct à l'experte et de pouvoir échanger justement sur le sujet du jour. Il faut savoir que tous les webinars sont disponibles en replay gratuitement sur notre site web, donc ou sur notre chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas pu voir les 3 précédents webinars, je vous invite à aller sur notre site web, et si un des sujets vous intéresse, allez regarder en replay. Voilà, donc vous voyez, c'était très rapide. Maintenant, je vais laisser la main au docteur Arlis Carrier, qui cherche en cancérologie de Marseille, et qui va vous présenter l'intervenant du jour. Je vous souhaite à tous et à tous. Merci. Alice, c'est à toi. Ok, merci beaucoup Julie. Alors c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cindy qui a et la remercier pour avoir accepté de donner cette conférence alors qu'elle a un emploi du temps particulièrement chargé. Donc Cindy, elle est médecin gastro-entérologue, elle est PEPH à l'Institut Curie, elle est spécialiste des cancers digestifs. Elle a réalisé sa thèse sur le cancer du pancréas, une thèse de science, et particulièrement le micro-environnement dans le cancer du pancréas, et particulièrement les fibroblastes associés au cancer. Et ses travaux de recherche continuent à s'intéresser aux interactions entre cellules tumorales, cellules du micro-environnement et microbiote intratumoral. En dehors des travaux de recherche et des travaux cliniques, elle est aussi présidente du CFP, c'est le Club français du pancréas, et d'ACABI. ACABI, c'est l'Association pour l'étude des cancers et affections des voies biliaires. Elle est aussi membre du groupe de travail Prodige, donc groupe de travail cancer pancréatique et des voies biliaires pour des essais cliniques, et elle est PI, Principal Investigator, de plusieurs essais multicentriques. Et dans ce cadre, elle est pionnière dans le domaine de l'activité physique adaptée dans le cancer du pancréas, en ayant réalisé et lancé plusieurs études, comme les études APACAP et APACAP-POP. Et donc, de mon point de vue, Cindy est une personne extrêmement brillante et très active dans le domaine, très impliquée dans la lutte contre le cancer du pancréas qui en a bien besoin. Et je suis extrêmement heureuse de l'accueillir dans le réseau NACRE. Cindy, merci beaucoup avec ton équipe d'avoir rejoint le réseau NACRE et d'avoir accepté de donner cette conférence aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Alice pour cette très gentille introduction. Vous voyez bien mes diapos ? Oui. Ça fait bien, ça marche, entendu. Donc en effet, l'objectif de ce webinaire, ça va être de pouvoir discuter ensemble de la place de l'activité physique adaptée en oncologie. Et comme il y a toujours beaucoup de questionnements pratiques qu'il peut y avoir autour de cette thématique, même au-delà des essais cliniques qui sont réalisés, j'ai fait exprès d'axer ma présentation depuis on va dire le contexte, puis les données de la littérature, et enfin on terminera par les aspects pratiques. Alors, en introduction, pour rappeler qu'on va se situer au moment de cette discussion dans le domaine des soins de support en oncologie, soins de support qui sont éminemment multidisciplinaires, et le reflet des personnes qui sont connectées aujourd'hui, vous êtes justement l'illustration de la multidisciplinarité dans cette prise en charge des soins de support. Soins de support qui visent à améliorer la qualité de vie des patients, mais dont on sait aussi qu'ils ont le potentiel d'améliorer la survie des patients. On le sait depuis plus de 10 ans dans le cancer du poumon, avec cette étude qui avait fait la une du New England en 2010. Et depuis, on a de plus en plus d'études qui illustrent l'importance de cette prise en charge de soins de support. On va plus particulièrement discuter des soins de support qui visent à lutter contre la dénutrition, la sarcopénie et la cachexie. Vous savez bien que ces 3 entités sont partiellement chevauchantes, mais pas totalement synonymes, que la dénutrition est définie cliniquement avec vraiment 2 vecteurs que sont la perte de poids et l'indice de masse corporelle, qu'on y a injecté récemment des données concernant la masse musculaire et donc la sarcopénie, et que cette sarcopénie, à la base, c'était une entité gériatrique, donc qui servait à décrire la perte de masse et de fonction musculaire liée à l'âge, mais qu'on l'utilise maintenant dans d'autres domaines comme la cancérologie ou les maladies inflammatoires chroniques pour décrire la perte de masse musculaire en rapport avec ces maladies, et que la cachexie applique la notion
de drivers inflammatoires et qu'en oncologie, et en particulier concernant les cancers digestifs, on est très fréquemment confronté à des syndromes inflammatoires et hypercataboliques importants qui contribuent donc à la perte de masse musculaire et de masse grasse. Ceci pour pouvoir vous illustrer que les recommandations ont beaucoup bougé ces dernières années dans ces différents domaines, à la fois dans le domaine de la définition de la dénutrition avec les recommandations de la HAS, la réactualisation des recommandations de l'ESPEN, celle de l'ASCO sur la prise en charge en nutrition et en activité physique pendant les traitements, et le TNCD, le Thésaurus national de cancérologie digestive, que nous avons réactualisé il y a quelques semaines. Sur la cachexie, il y a également eu des recommandations spécifiques de l'ASCO et de l'ESMO, et puis les recommandations du groupe de travail sur la sarcopénie avaient été actualisées en 2019. Je vous ai affiché ces différentes recommandations pour faire la synthèse, mais aussi pour insister sur le fait que la dimension justement d'activité physique et de conditions physiques et d'évaluation de la masse et de la fonction musculaire ont été renforcées dans ces différentes recommandations. Et donc, c'est ce qui va faire tout l'intérêt de nos discussions aujourd'hui. Donc, la dénutrition en oncologie, vous le savez, elle est multifactorielle, elle est très fréquente, c'est 40% globalement de l'ensemble des cancers dans les enquêtes Nutri-Cancer, encore plus dans les cancers digestifs, auxquels moi je m'intéresse plus particulièrement. Et lorsqu'on regarde la prévalence de la sarcopénie en étudiant la surface musculaire indexée sur les scanners en coupelle 3, l'étude SCAN de Bruno Reynard avait montré même des prévalences encore plus élevées donc de la sarcopénie. Ces entités sont une perte de chance pour les patients. Ils vont impacter négativement toutes leurs dimensions de leur vie, leur qualité de vie, la survie, le risque de complications des différents traitements, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Ils ont associé un risque augmenté d'infection. C'est des patients qui sont plus souvent hospitalisés et plus longtemps, donc c'est associé à une augmentation des coûts de soins. Et par ailleurs, il y a une sorte de double peine puisque non seulement les traitements génèrent plus de complications, mais en plus ils sont moins efficaces chez les patients dénutris. Et donc, il faut vraiment avoir une vision de l'oncologie moderne, considérant qu'il y a deux menaces vitales pour le patient. Il y a d'un côté la masse tumorale en elle-même et pour laquelle on va déployer des traitements oncologiques. Et il y a d'un autre côté la dénutrition. Et cet état nutritionnel impacte la survie tout autant que l'extension de la maladie tumorale en elle-même. Et c'est pas un simple constat, c'est au-delà de ça un levier, puisqu'en fait, non seulement la dénutrition est associée à un mauvais pronostic, mais c'est pas une fatalité, on peut intervenir, mais on sait que comme ces phénomènes sont dynamiques et que plus on les laisse s'installer, plus difficilement on peut les réverser, eh bien, il est très important de pouvoir diagnostiquer la dénutrition, la sarcopénie précocement et intervenir le plus tôt possible dans le parcours du patient. Et donc, c'est pour ça qu'on va le voir à la fois à travers les essais cliniques et à travers les recommandations pratiques. Eh bien, ce que l'on développe, c'est l'idée de mettre en place en parallèle le parcours oncologique et le parcours nutritionnel du patient en débutant dès le début de la prise en charge pour avoir le maximum d'efficacité. Et comme on va le voir, cette notion de précocité de l'initiation de l'intervention est reprise par les différentes recommandations. Donc, comme on le disait, la dimension de conditions physiques et de fonction et de masse musculaire a été intégrée dans les différentes recommandations récentes, et notamment dans les définitions de la dénutrition de la HAS, où en fait on s'est inspiré des critères du groupe de travail sur la sarcopénie, avec globalement deux aspects, l'évaluation d'un côté de la composition corporelle, avec, comme vous le savez, 3 méthodes qui sont proposées, la bioimpédancemétrie, qu'on a assez facilement dans les services, l'absorptiométrie à rayon X, qui elle est beaucoup moins facilement accessible en routine au quotidien, et le scanner en coupe L3, donc pour l'analyse de la surface musculaire indexée, en sachant que les valeurs seuil pour la cancérologie restent débattues et qu'on n'a pas encore vraiment trouvé le cut-off universel pour bien définir la sarcopénie en oncologie, et aussi probablement que la catégorisation en 2 classes avec juste un seuil qui dichotomise les patients entre sarcopéniques et non sarcopéniques est peut-être pas la meilleure manière de faire, et qu'on a plus vraisemblablement un gradient et qu'il faudra avoir davantage de classes donc avec ces seuils radiologiques. Et par ailleurs, on a donc l'évaluation de la fonction musculaire avec donc le hand grip test, le test de marche de 6 minutes, le test de levée de chaise, qui sont des tests qu'on utilisait déjà en routine dans d'autres indications, mais que maintenant on doit donc en fait
instaurer dans notre pratique au quotidien pour mieux appréhender l'état nutritionnel de nos patients. Même si on va le voir, ils peuvent avoir certaines limites et que pour concevoir un programme d'activité physique adapté, le hand grip test, par exemple, n'est pas suffisant et qu'il y a vraiment besoin d'une évaluation à part entière avec le rôle des enseignants en activité physique adaptée qui vont pouvoir réaliser des tests complémentaires. Donc ça, c'était sur le côté évaluation et sur le côté intervention. Donc là aussi, cette dimension du muscle et de la condition physique et de l'activité physique adaptée donc a été mise en avant dans les différentes recommandations. Je ne reviendrai pas sur les aspects de la prise en charge nutritionnelle que vous connaissez bien et qui font l'objet de d'autres webinaires, mais pour redire que donc cette intervention en activité physique adaptée va comprendre deux dimensions, des exercices en aérobie, donc qui sont des exercices d'endurance pour faire travailler la fonction cardio-respiratoire et lutter contre ce qu'on appelle le déconditionnement, c'est-à-dire le fait que moins le patient bouge, et bien plus ça va être difficile pour lui de bouger parce qu'il va perdre en capacité cardio-respiratoire et musculaire à l'effort. Et par ailleurs, des exercices de renforcement musculaire qui ont pour but de stimuler la fibre musculaire dont on sait qu'elle a un fonctionnement anormal chez le patient atteint de cancer, avec notamment une dysfonction mitochondriale, et que le fait de solliciter la fibre, ça permet de normaliser son fonctionnement et aussi de contribuer à maintenir la masse musculaire en elle-même. Donc, on s'inscrit en fait dans ces interventions dans un cadre multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer l'APA de façon isolée. C'est vraiment un outil qu'on utilise en complément de l'intervention nutritionnelle en elle-même. Et donc, c'est vraiment dans le cadre de cette interaction entre diététiciens, médecins nutritionnistes, enseignants en activité physique adaptée, oncologues. Il faut vraiment travailler en équipe. Donc, si on repart des données de la littérature concernant l'activité physique adaptée, le nombre de publications sur PubMed a explosé ces dernières années dans ce domaine. Et donc, je pense qu'il est important de pouvoir redéfinir les termes parce qu'on entend un peu trop souvent parler à tort de sport et cancer, alors que le terme de sport peut faire peur aux patients et qu'il faudrait mieux conserver le terme d'activité physique adaptée. Alors déjà, pour rappeler que l'activité physique ne se limite pas aux activités sportives, ça va être toutes les situations de la vie quotidienne où on est en mouvement, c'est-à-dire on n'est pas finalement assis sur sa chaise ou dans son lit. Et donc, ça va être à la fois dans le domaine donc, des activités sportives, mais aussi quand on se déplace, quand on fait des activités domestiques, quand on fait des activités de loisirs. Et donc, ces dimensions-là sont très importantes parce qu'on va le voir, pour pratiquer de l'activité physique de façon efficace, il faut que ce soit pérenne et donc on y trouve du plaisir et donc il faut que ce soit une activité dans laquelle le patient ne se sente pas contraint et donc on sorte de la dimension que peut comprendre le terme d'activité sportive, d'objectifs de performance, de compétition, de règles. Non, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. Et par ailleurs, on parle d'activité physique adaptée. Parce que ça, c'est la deuxième opposition que peuvent avoir les patients, de dire « mais non, mais là, je suis trop fatigué pour pratiquer de l'activité physique » ou « en raison de ma maladie, en raison de mes traitements, ça va être compliqué ». Eh bien, non, parce que l'activité physique va être adaptée justement aux préférences du patient, à sa situation sociale, familiale et aussi aux différentes contraintes en rapport avec les symptômes de la maladie, avec les effets secondaires du traitement. Et donc ça, je pense que voilà, ce terme d'activité physique adaptée est vraiment celui que l'on doit préférer à la fois pour les recherches bibliographiques, mais aussi dans notre relationnel avec les patients. Juste pour revenir sur un élément qui est l'équivalent métabolique, le MET, en fait, qui est la brique élémentaire pour quantifier l'intensité d'une activité physique, qui, comme vous le voyez, est classée globalement en 3 classes. Les activités faibles, modérées, élevées, en fonction qu'on est en dessous de 3 mètres, entre 3 et 6 et au-dessus de 6 mètres. Ce qu'il est important à connaître, en fait, ce sont surtout les repères cliniques pour les patients. Quand on est en dessous de 3 mètres, c'est une activité où on n'est pas essoufflé. Et globalement, une activité en dessous de 3 mètres ne va pas faire travailler vraiment les capacités cardio-respiratoires du patient. C'est toujours mieux que de rester assis, mais ce n'est pas suffisant, on va dire, pour vraiment être considéré comme quelque chose qui va être un exercice qui va bien entraîner les capacités du patient. Pour être efficace, il faut au moins être dans une gamme modérée et idéalement une gamme plutôt élevée, c'est-à-dire qu'on soit essoufflé et où la conversation est encore possible, mais qu'elle soit un peu difficile. C'est à ce moment-là que vraiment on sait qu'on est dans une zone où on est efficace. Ces repères en MET, c'est plutôt utilisé comme indicateur macroéconomique pour faire des études épidémiologiques sur l'activité physique et émettre des recommandations.
et notamment pour également distinguer deux choses sur lesquelles il y a souvent des confusions en termes de définition, donc je voulais y revenir ici, que sont la sédentarité d'un côté et l'inactivité physique de l'autre. Alors la sédentarité, c'est le fait de passer une période prolongée de temps dans la journée en position assise ou allongée, c'est-à-dire on a une dépense énergétique qui est faible. La sédentarité, on la subit souvent. Quand vous avez un travail de bureau, vous êtes obligé d'être au bureau. On peut difficilement agir contre la sédentarité, même si on peut faire en sorte de la casser par le fait de se lever, de bouger toutes les 1h30 à 2 heures pour éviter qu'elle se prolonge. L'activité physique, elle, c'est une autre définition. C'est le fait de ne pas respecter les recommandations de l'OMS, qui est pour les adultes de réaliser 150 minutes par semaine d'activité au moins modérée. Ça, l'activité physique, eh bien, on peut agir dessus. Et c'est important de connaître ces deux définitions justement pour la pratique, puisque on sait que malheureusement, dans la population française, il y a plus d'un adulte sur deux et plus de 2 personnes âgées de plus de 65 ans sur 3 qui sont inactives en regard des recommandations de l'OMS. Or, comme on disait, on peut agir et ça peut permettre de contrecarrer les effets négatifs de la sédentarité. En effet, ici, vous avez le surrisque de mortalité en fonction du temps sédentaire en heures chaque jour. Et vous voyez que plus on passe de temps finalement assis, plus le risque de mortalité augmente et il s'envole quand on dépasse les 8 heures assis par jour d'activité faible. Le fait de pratiquer de l'activité physique va permettre de faire rediminuer ce surrisque et de revenir autour de 5 à 10%. Et donc, c'est pour ça que c'est un message important en santé publique de distinguer ces deux éléments de comportement sédentaire et d'inactivité physique. Quand on en vient maintenant au domaine du rôle de l'activité physique en prévention des cancers, on a de grandes études sur plusieurs millions de personnes années en général qui ont évalué la relation entre mortalité et activité physique en utilisant donc cette définition en équivalent métabolique. On voit qu'on a une relation dose-intensité finalement qui est un petit peu en U, mais avec plus le fait qu'on pratique d'activité physique et plus on se rapproche des 15 mètres par semaine, donc les recommandations de l'OMS, plus en fait on voit diminuer le risque de mortalité. Les causes de mortalité qui sont concernées, c'est à la fois la mortalité cardiovasculaire, mais c'est également la mortalité par cancer, y compris après ajustement sur les autres facteurs de risque de cancer et les potentiels facteurs confondants, dont l'indice de masse corporelle. Donc, il y a un vrai effet spécifique de l'activité physique. Mais quand on regarde la littérature en détail, donc le WCRF qui examine le niveau de preuve en fonction des types de cancers, il avait trouvé un niveau convaincant que pour le cancer du côlon, avec une diminution, vous voyez, d'à peu près 20% du risque de développer un cancer colorectal quand on est davantage actif, et un niveau probable pour le cancer du sein postménopausique et de l'endomètre. Pour les autres localisations, le niveau de preuve est considéré comme plus limité, mais on voit dans ces grandes méta-analyses, ces grandes revues, qu'il y a un effet protecteur de l'activité physique sur un grand nombre de cancers. Donc, sur la partie gauche, c'est la réduction de risque donc en fonction de la localisation tumorale. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que la plupart des cancers qui arrivent en tête de liste des cancers protégés par l'activité physique sont aussi des cancers qui sont associés à l'obésité. Donc, notamment l'adénocarcinome de l'œsophage, les cancers de la vésicule biliaire, les cancers du sein postménopausique, le cancer colorectal, le cancer du pancréas. Et donc, on va le voir que d'un point de vue mécanistique, en effet, l'activité physique agit en partie en réduisant la graisse viscérale, mais il y a également d'autres mécanismes qui font qu'elle a un effet protecteur vis-à-vis du cancer au-delà de la population en surpoids ou en situation d'obésité. La difficulté sur ces études épidémiologiques, et la raison pour laquelle on n'atteint pas un niveau de preuve fort, c'est des raisons intrinsèques à leur méthodologie, à savoir que ce sont des études qui sont observationnelles, donc avec des facteurs confondants potentiels. Les gens qui bougent beaucoup, en général, consomment aussi moins de tabac ou une alimentation potentiellement plus saine. Les définitions utilisées pour l'activité physique sont hétérogènes. On peut prendre soit l'activité physique totale, soit l'activité physique de loisir, soit le temps sédentaire. Donc, ça génère des facteurs d'hétérogénéité. Et surtout, ce sont des données qui sont analysées de façon déclarative. Or, en fait, on est souvent mauvais quand on s'auto-évalue sur notre pratique d'activité physique,
Et j'aime bien citer cette étude américaine qui avait demandé à des adultes américains est-ce qu'ils respectaient les recommandations en matière d'activité physique. Quand on les interroge, il y en a jusqu'à 60% qui disent oui, oui, je respecte. Mais lorsqu'on leur met un accéléromètre pour vérifier, finalement, ce taux tombe à moins de 10%. Donc, pour dire, voilà, c'est les raisons pour lesquelles c'est difficile de montrer quelque chose en prévention primaire pour ces différentes raisons. Maintenant, si on passe après le diagnostic de cancer, là, on se retrouve un petit peu en regard de ma première diapositive. L'activité physique a à la fois des effets qui ont été rapportés dans des études observationnelles essentiellement sur la réduction de la mortalité après cancer, ici par exemple après un cancer colorectal, donc la mortalité globale et la mortalité spécifique. Le fait de pratiquer davantage d'activité physique réduirait le risque de récidive et de mortalité suite au diagnostic du cancer, mais également un rôle en termes de soins de support pour améliorer la qualité de vie des patients, donc en luttant contre le cercle vicieux du déconditionnement et surtout en ayant également un effet parmi d'autres symptômes sur la fatigue. Et il est important de rappeler aux patients que le meilleur traitement de la fatigue liée au cancer et au traitement, c'est de ne pas se reposer, que l'activité physique, ça permet de réduire d'à peu près 30% le taux de fatigue observé chez les patients, alors qu'il n'y a aucune intervention pharmacologique qui s'est avérée à ce jour efficace sur ce symptôme. Alors, si on en vient au niveau de preuve dans la littérature, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on a ces données qui avaient émergé à partir d'études randomisées dans le cancer du sein, avec notamment ces 2 études du JCO qui, pour moi, sont importantes puisqu'elles ont montré, pour la première, donc dans le contexte de cancer du sein en situation adjuvante, que le fait de pratiquer une activité physique permettait d'améliorer le fonctionnement physique et cardio-respiratoire des patients, de réduire certains symptômes comme les nausées, vomissements et la douleur, mais également qu'il y avait un effet dose, c'est-à-dire qu'un programme plus intense avait davantage d'effets sur la force, sur la fatigue, mais également sur les doses de chimiothérapie et permettait un retour plus rapide au travail. Donc, vraiment des endpoints qui étaient cliniquement et socialement pertinents. Cette autre étude, qui concernait des patientes également dans le cancer du sein en adjuvant, mais en situation d'obésité sarcopénique, a, elle, montré les effets métaboliques de l'activité physique, avec, dans le bras interventionnel, une amélioration non seulement de la composition corporelle, mais aussi de plusieurs biomarqueurs circulants liés à l'insulinorésistance, à l'inflammation. Et cet effet bénéfique biologique, il était maintenu même 3 mois après l'intervention, donc ça montrait que c'était un effet durable chez ces patientes. Concernant l'oncologie digestive, donc ce qui m'intéresse, on a un petit peu plus de retard. Il y a des grandes études qui sont en cours dans le cancer du côlon en adjuvant, mais dont on n'aura pas les résultats avant les années 2030, parce qu'il faut inclure plus de 1000 patients pour montrer donc un effet dans ces études. Et cette année, donc avec le GERCOR, le groupe de recherche clinique auquel je participe, nous avons présenté à l'ASCO les résultats de l'étude APACAP, donc qui était la première grande étude randomisée en oncologie digestive pendant la chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé. On avait conçu cette étude il y a plus de 10 ans maintenant, et en se disant que si on arrivait à montrer quelque chose chez les patients atteints de cancer du pancréas, alors qu'ils sont très souvent sarcopéniques, très souvent fatigués, eh bien, en fait, ça servirait de preuve de concept pour toutes les autres localisations d'oncologie digestive et plus largement de cancérologie. Et donc, on a inclus dans cette étude des patients avec des cancers du pancréas non résécables qui commençaient leur première ligne de chimiothérapie, comme on l'a vu, pour être le plus précoce possible dans notre intervention. Et ils étaient randomisés entre soit une prise en charge standard avec la chimiothérapie qu'on laissait au choix de l'investigateur, un support nutritionnel selon les recommandations, soit cette même prise en charge plus une activité physique adaptée sur laquelle je vais revenir. L'objectif principal de l'étude, c'était d'améliorer la qualité de vie des patients, et donc on évaluait par le questionnaire de qualité de vie de l'ORTC, le QLQ-C30, avec 3 dimensions ciblées, la qualité de vie globale, le fonctionnement physique et la fatigue. Donc le programme d'activité physique dans cette étude, c'était un programme qui était conçu pour être réalisé à la maison, parce que ça nous paraissait plus compliqué pour des patients atteints de cancer du pancréas de les faire revenir à l'hôpital et de les faire travailler en groupe de patients. Et donc, on avait conçu un programme qui se réalisait à la maison avec une supervision par un enseignant en activité physique adaptée. Et ce programme durait 16 semaines.
On demandait aux patients, en plus des séances hebdomadaires qu'ils faisaient en supervisé avec l'enseignant d'activité physique adaptée, de désigner quelqu'un dans son entourage qui pouvait être un ami ou un membre de sa famille, qui était désigné comme étant son accompagnant à pas, c'est-à-dire son partenaire avec lequel il devait faire au moins une fois par semaine une séance. Alors, en sachant que quand je dis faire la séance, c'était que la personne devait y assister et encourager le patient. Il n'était pas obligé de pratiquer la séance, mais l'idée était de pouvoir encourager la motivation du patient, puisque, comme on le disait, on n'avait pas pu construire de groupe de patients. Il y avait 2 types d'exercices, comme ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, des exercices en aérobie et des exercices de résistance avec des élastiques. Et chaque semaine, il y avait un point avec l'enseignant en APA pour adapter le programme et l'augmenter progressivement en durée, en fréquence, puis en intensité. Là, c'est le flowchart, donc la distribution des patients dans l'étude, où vous voyez, on a randomisé plus de 300 patients. Ça nous a pris 6 ans pour inclure ces patients dans 16 centres en France. Et en fait, on a défini 2 populations pour l'analyse. Il y avait les patients de la population en MITT1, donc de l'analyse principale, qui étaient les patients qui avaient rempli le questionnaire initial et le questionnaire en fin d'intervention à 16 semaines, puisque c'était notre objectif principal de l'étude. Ça représentait 172 patients. Mais comme il pouvait y avoir des patients qui n'avaient pas rempli ce questionnaire, mais un questionnaire avant ou après, on a élargi la population en définissant une population MITT2, qui étaient les patients qui avaient rempli le questionnaire initial et au moins un questionnaire de suivi. Et ainsi, ça nous permettait d'avoir une population plus large avec près de 260 patients évaluables. Là, c'était les caractéristiques des patients pour vous montrer que c'était essentiellement des patients métastatiques, essentiellement avec un performance status à 0,1, qu'ils recevaient pour la très grande majorité d'entre eux une chimiothérapie par FOLFIRINOX, donc une trichimiothérapie. Et on avait évalué leur niveau d'activité physique antérieure en utilisant le questionnaire GPAC. Et vous voyez que les patients se distribuaient en à peu près un tiers dans chaque classe. Les patients, globalement, n'avaient pas tellement de critères, on va dire, biologiques de gravité de la dénutrition, puisque la majorité d'entre eux avaient une albumine au-dessus de 35, une CRP inférieure à 10. Là, c'était pour vous montrer que entre les différentes populations, ils avaient à peu près la même survie globale et survie sans récidive. C'était pour pouvoir montrer qu'on n'avait pas induit de biais de sélection pour nos analyses en fonction qu'on considérait la population totale, MITT1 ou MITT2. Le premier constat dans cette étude, c'est qu'on a montré que chez ces patients atteints de cancer du pancréas avancé, l'activité physique était faisable puisqu'on avait 80% des séances prévues en visio qui étaient effectivement réalisées par les patients. Par ailleurs, on n'a pas observé d'effets indésirables graves en rapport avec la pratique de l'activité physique. Et donc, ça nous a confirmé que non seulement elle était faisable, mais aussi elle était sans danger, y compris dans cette population de patients avec des cancers du pancréas avancés. Quand on s'intéressait à notre critère principal de jugement, donc là, c'était les 3 dimensions de l'ORTC, en sachant que pour ce qui est de la qualité de vie globale et du fonctionnement physique, plus le score est élevé, mieux c'est pour le patient. Et pour la fatigue, plus le score est faible, mieux c'est pour le patient. Et donc, on voyait que dans le bras APA, on avait une tendance en faveur de l'activité physique pour chacune des dimensions, ça va toujours dans le bon sens, qu'on atteignait la différence qu'on s'était préfixée de 5 points d'écart pour donc la dimension fonctionnement physique, mais au sens statistique préspécifié dans l'étude, cette différence, même si elle est en dessous de 0,05, il fallait atteindre 0,017 comme on avait 3 critères de jugement, et donc on n'était pas significatif, probablement parce qu'on avait sous-estimé la variabilité de ces différentes mesures au sein de notre étude. Donc, une tendance qui était à la limite de la significativité pour le fonctionnement physique dans la population MITT1, mais on a voulu aller plus loin et regarder la population MITT2, donc celle qui était plus large. Et là, on a constaté une amélioration significative sur toutes les dimensions de fonctionnement, donc des scores de fonctionnement du questionnaire ORTC, donc c'est-à-dire la manière pour le patient au quotidien de gérer ses fonctions physiques, son rôle, ses fonctions émotionnelles, cognitives, son rôle social, et également sur certains symptômes, la douleur, l'insomnie et la perte d'appétit. Ça se traduit par exemple ici de façon plus visuelle sur la qualité de vie globale par une amélioration du temps à détérioration définitive de la qualité de vie. En gros,
les patients qui ont pratiqué de l'activité physique restaient plus longtemps, avaient une survie avec une bonne condition de qualité de vie plus prolongée que les patients du groupe contrôle. Et on avait par ailleurs une tendance à l'amélioration de la survie globale, donc la courbe bleue, vous voyez, au-dessus de la courbe verte, de la survie globale et de la survie sans progression chez ces patients. C'était pas significatif, mais l'étude n'était pas dimensionnée pour ça. Il aurait fallu mettre davantage de patients, mais c'était encourageant également en faveur de l'activité physique. Cette étude a évalué donc surtout la dimension activité physique et on considère maintenant qu'elle devrait être recommandée en routine chez tous les patients atteints de cancer du pancréas avancé. On avait surtout standardisé la prise en charge d'activité physique et on avait laissé un peu plus libre les centres sur le côté nutritionnel en disant qu'il fallait simplement suivre les recommandations. Ce qui fait qu'on a probablement moins bien contrôlé cet aspect-là. Et donc, je voulais insister sur le fait qu'on a besoin d'études qui vraiment évaluent des interventions multimodales avec la dimension d'activité physique qui est bien contrôlée et la dimension également d'intervention nutritionnelle. Et c'est justement ce qu'on va faire dans ce PHRC qui est en train d'ouvrir, l'étude Proactive 01, pour laquelle on va s'adresser à des patients avec des cancers pulmonaires ou digestifs métastatiques et qui sont en situation de sarcopénie parce qu'ils sont soit dénutris au diagnostic, soit avec un performance status à 2. Et ces patients auront une intervention hebdomadaire à leur domicile par un enseignant en APA qui se déplacera chez le patient et par une diététicienne qui évaluera les ingestats et les besoins du patient au domicile. Et on comparera cette intervention hebdomadaire renforcée à une prise en charge standard en hôpital de jour chez ces patients. Justement, en parlant d'intervention multimodale, ça amène à parler du développement actuellement de ce que l'on appelle la préhabilitation, qui est justement l'intervention multimodale qui combine activité physique, nutrition, mais aussi la dimension psychologique et qui vise à augmenter les capacités fonctionnelles du patient avant un stress qui est représenté typiquement par la chirurgie, pour permettre aux patients de récupérer plus rapidement et de pouvoir reprendre, par exemple, plus facilement des traitements en adjuvant après l'intervention chirurgicale. Ces interventions de préhabilitation, elles aussi, commencent à avoir du niveau de preuve, mais on a besoin de l'augmenter. On a notamment cette étude randomisée qui est celle qui est la mieux conçue, on va dire, et qui a montré que la pratique d'activité physique adaptée dans le cadre d'un programme de préhabilitation permettait de réduire le taux de complications post-opératoires des patients. Plus largement, vous avez cette méta-analyse de méta-analyse qui vient de paraître cette année, qui a repris toutes les études de préhabilitation dans les différents types d'interventions chirurgicales et qui a montré dans le domaine du cancer, quand c'est significatif, c'est que la case est violette. Donc vous voyez qu'il y a un effet intéressant sur les aspects de récupération fonctionnelle, de douleur, d'expérience patient, de durée de séjour et de coût de soins. Mais ça reste encore avec un niveau de preuve qui est limité par l'hétérogénéité des études et donc on a besoin de développer davantage d'études dans ce domaine. D'un point de vue plus translationnel, il se développe également tout un champ de recherche fondamentale et translationnelle autour des effets de l'activité physique qui ne se limite pas, on l'a vu, aux effets sur la graisse viscérale, c'est-à-dire qu'on sait que par ce biais, l'activité physique réduit l'insulinorésistance, l'inflammation, la production de facteurs angiogéniques. Mais il y a également des effets au-delà de la graisse viscérale sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur le microbiote et sur la tumeur en elle-même et son micro-environnement. Et on a repris dans une revue récente tous ces éléments mécanistiques de l'activité physique. Il y a également un champ autour des biomarqueurs prédictifs de réponse à l'activité physique qui soient cliniques, comme par exemple le niveau de fatigue. Plus le patient est fatigué, plus il bénéficierait de l'activité physique, ou également des choses plus biologiques, mais pour lesquelles à l'heure actuelle on n'a pas encore de biomarqueurs qui soient validés. Mais très certainement que l'avenir de ces interventions de nutrition et d'activité physique sera donc guidé par la stratification des patients et de ne pas déployer la même intervention en fonction des différentes classes de patients qu'on aura définies cliniquement et biologiquement. Un mot pour terminer sur la pratique. Alors donc l'INCA, dans son rapport de 2017, avait proposé donc des recommandations pratiques sur l'activité physique adaptée.
en proposant de définir 3 classes de patients. En gros, des patients verts où tout est facile, ils n'ont pas de frein à la pratique d'activité physique, ils n'ont pas de contre-indication et ils en faisaient déjà précédemment. Ceux-là, il faut simplement les motiver à continuer dans leur pratique. À l'opposé du spectre, des patients qu'on pourrait dire rouges, qui ont des comorbidités, qui sont très déconditionnés et qui vont vraiment avoir besoin d'être réadaptés avant même d'amorcer une activité physique en autonomie. Et puis, les patients du groupe intermédiaire qui ont soit des problèmes motivationnels, soit fonctionnels, pour lesquels il va y avoir tout l'intérêt d'une évaluation spécialisée par un enseignant en activité physique adaptée pour proposer un programme personnalisé. Plus récemment, en 2022, la HAS a édité également un guide pratique qui finalement reprend les recommandations qui étaient déjà parues précédemment en disant qu'il faut réduire les temps sédentaires. En termes de dose d'activité physique, il faut essayer d'atteindre ce qui est recommandé pour la population générale, que la durée devrait être de 3 mois au moins pour avoir un effet, avec 2 à 3 séances de 45 minutes à 1 heure, et qu'il faut installer ce programme de façon progressive. Et malgré tout, ça reste assez flou. Et pour les enseignants en activité physique adaptée, il y a vraiment toute une expertise à déployer pour proposer à partir de ces règles qui sont assez floues, un programme personnalisé pour les patients. Le cadre législatif avait aussi évolué, mais vous savez que ça reste un petit peu, on va dire, entre guillemets, hypocrite, puisque en 2016, il y a eu le décret sur la prescription d'activités physiques adaptées dans le cadre des ALD qui disait qu'on peut les prescrire, mais qui ne sont pas remboursés. Donc, du coup, le patient, dans ces cas-là, doit se tourner vers sa mutuelle le plus souvent. L'arrêté de décembre, de Noël 2020, a permis de mettre en place un forfait APA, diététique ou psychologie dans le cadre de l'après-cancer, mais c'est uniquement pour l'après-cancer et ça ne finance que le bilan d'évaluation et pas les séances derrière. Et donc, il y a vraiment des démarches à faire pour essayer de trouver des financements pour les patients. Alors, soit quand l'établissement est sensibilisé, il peut y avoir des choses qui sont proposées dans l'établissement, soit, comme on disait, en lui conseillant de se tourner vers ses mutuelles. Pour ce qui est des intervenants, c'était pour revenir sur le fait qu'il y a différents niveaux de formation pour les intervenants qu'on peut trouver dans le cadre de l'activité physique adaptée. Clairement, les 2 intervenants auxquels on doit avoir recours, ce sont les enseignants en activité physique adaptée et les masseurs kinésithérapeutes. Les enseignants en activité physique adaptée, ils ont un niveau licence, voire master, où ils sont vraiment spécialisés pour intervenir dans le domaine de la santé, ce qui les distingue des éducateurs sportifs ou coachs sportifs qui, eux, ont pu simplement faire une formation de quelques heures et ont pas du tout le même cadre d'expertise. Les kinésithérapeutes, donc, eux, peuvent être utiles en particulier pour les patients qui ont des limitations sévères et qui ont besoin finalement de rééducation avant de rentrer dans la pratique d'activité physique adaptée. Les recommandations le décret qui avait été publié en 2016 s'accompagnait d'une ordonnance type. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que comme les enseignants en APA n'ont pas accès directement quand ils sont en ville au dossier médical du patient, il est important de détailler les limitations fonctionnelles que peut avoir le patient pour qu'il puisse personnaliser au mieux le programme qui va être proposé. Les situations sont extrêmement hétérogènes d'un point de vue régional en fonction où vous êtes. Donc, en fait, il faut pouvoir se tourner vers les structures régionales pour savoir quels sont les acteurs locaux vers lesquels vous pouvez vous tourner. Donc, soit en passant par l'ARS, soit en passant par le pôle ressources nationales sport santé bien-être, soit en passant par les ligues donc régionales qui peuvent permettre d'identifier les enseignants en APA, par exemple, qui sont dans votre région. Il y a également le site La Vie autour qui en recense un certain nombre dans le cadre des interventions de soins de support. Et je voulais finir en vous montrant un petit exemple de mise en place pratique dans notre centre sur comment est-ce qu'on a conçu nos parcours cliniques pour pouvoir mettre en place les interventions de soins de support et notamment d'activité physique le plus tôt dans le parcours du patient. Alors, on a commencé par définir un score pour identifier les patients qui étaient les plus fragiles et sur lesquels on allait concentrer notre attention dans un premier temps. Donc, c'est un score qui tient compte du type de cancer et de son extension, de la lourdeur de la chimiothérapie, mais aussi de l'état nutritionnel, des comorbidités et des symptômes que peut avoir le patient. Sur la base de ce score très simple, on les classe en 3 catégories. Donc, les verts, qui ont un score faible, et les modérés ou élevés, qui sont au-dessus de 4 et qui, eux, sont des patients qui vont être vraiment à risque, donc fonctionnel et nutritionnel. Et donc, nos patients qui ont ce score modéré ou élevé,
ils sont vus après notre consultation d'annonce oncologique par notre infirmière de pratique avancée qui va pouvoir réévaluer, par exemple, l'efficacité des compléments nutritionnels oraux qu'on aura pu commencer à prescrire à notre première consultation, reprendre avec eux l'éducation sur une éventuelle nutrition artificielle si elle est indiquée et refaire le bilan avec eux sur leurs besoins en termes d'activité physique adaptée. Et cette évaluation se fait en amont de la première cure de chimiothérapie, de telle sorte que pendant cette hospitalisation, à la fois on initie la cure en gérant les effets secondaires immédiats de la chimio et en parallèle, on met en place les interventions d'activité physique avec un bilan de conditions physiques par nos kinés plus des conseils personnalisés et également la prise en charge nutritionnelle avec donc l'initiation d'une nutrition artificielle si elle est indiquée pendant la même hospitalisation pour ne pas prendre de retard. On a également un document support que l'on a développé pour pouvoir justement lister les différents besoins du patient en matière de soins de support et qui l'accompagne sur ce parcours. Donc voilà, donc en conclusion, donc l'activité physique a démontré des bénéfices donc sur différentes dimensions, notamment des capacités physiques, de la composition corporelle, de dimensions psychosociologiques, de symptômes liés au traitement, et également sur des risques donc de récidive ou de mortalité après cancer, en sachant que pour ces risques tertiaires, on est surtout pour le moment sur des études observationnelles et que les études interventionnelles demandent beaucoup de temps et de patience pour pouvoir confirmer le niveau de preuve sur ces aspects-là. Et que en pratique, en fait, mettre en place ce type d'intervention, c'est vraiment un travail d'équipe et qui nécessite de fédérer les différents intervenants du centre, diététiciens, oncologues, intervenants en activité physique adaptée, après avoir fait un diagnostic local de nos besoins. Il faut pouvoir faire en sorte de convaincre tout le monde pour systématiser l'évaluation du risque nutritionnel et que ce soit pas oncologue dépendant ou patient dépendant. Donc c'est pour ça que nous on avait développé ce score qui a été maintenant intégré par tous les oncologues médicaux de notre équipe de digestif. Ensuite, il faut développer un programme qui soit réaliste parce que si on charge trop avec trop de rendez-vous ou trop de questionnaires, eh bien en fait on va à l'échec parce que on aura du mal à obtenir donc soit des patients, soit des différents intervenants qui puissent atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. S'appuyer sur les ressources locales et aussi sur le lien avec la ville. Si vous avez un SSR avec lequel vous travaillez bien, ça peut être un moyen de développer les programmes notamment de préhabilitation. S'appuyer aussi sur le lien avec les pharmaciens de ville, les médecins traitants en ville. Donc c'est voilà cet aspect-là qui semble vraiment très important. Proposer l'activité physique au patient quand on l'a convaincu et que c'est le bon moment et qu'il comprend l'importance pour lui de la pratiquer. C'est valable surtout pour l'adjuvant, mais également pour les maladies au stade avancé. Pour faire la pérennité, il faut savoir convaincre le patient de cette intervention et son entourage aussi. Et d'évaluer le programme régulièrement pour le faire évoluer en fonction des difficultés que peuvent rencontrer vos équipes localement dans son déploiement. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Et donc, je vous remercie et on va pouvoir discuter autour de vos questions. Vous m'entendez? Alors oui, on t'entend, le temps que tu te connectes, et je vais commencer les questions pour ce topo, c'était hyper intéressant. Alors, je vais prendre une question de Marie-Philippon. Avez-vous des connaissances et ou une expérience sur les recommandations d'un programme d'APA en réhabilitation dans les cancers digestifs? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a montré dans la présentation. Sur la préhabilitation, vous voulez dire? Alors, sur en réhabilitation dans les cancers digestifs. Alors, effectivement, cette question, elle date d'il y a 20 minutes. Alors, peut-être qu'entre-temps, c'est éclairé. Alors, peut-être juste pour préciser que par rapport aux recommandations de pratique qui ont été émises par l'INCa ou l'HAS récemment, quand on est dans le domaine de la préhabilitation et donc vraiment qu'on est en périopératoire, elles sont probablement insuffisantes en termes d'intensité pour bien préparer les patients à la chirurgie.
et qu'il faudrait plutôt être sur vraiment un rythme de suivi des patients qui soit au moins hebdomadaire pour s'assurer que qu'on atteint bien les niveaux d'intensité requis pour bien préparer les patients à ce type d'épreuve, entre guillemets. Très bien. Alors, on a une autre question. Différence de résultats du programme APA observée entre patients d'énutrie modérée et patients d'énutrie sévère. Alors, ça c'est très intéressant comme question. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la stratification à l'avenir des études. Dans APACAP, on a des analyses secondaires qui sont en cours en fonction de l'état nutritionnel des patients pour l'étude sur le cancer du pancréas avancé. Mais globalement, à l'heure actuelle, les différentes données qu'on a dans la littérature, elles ont été faites en présentant les patients un peu en vrac, justement, et sans essayer de les évaluer en faisant des classes en fonction des niveaux de dénutrition. Dans le PHRC que je vous ai présenté, justement, on s'est focalisé sur une population particulièrement dénutrie, en se disant qu'il fallait certainement développer des interventions spécifiques pour ces patients, plus intense si on veut espérer montrer quelque chose en termes d'effet sur la masse musculaire. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle si un patient, par exemple, qui serait très dénutri, si on peut obtenir quelque chose au prix d'une intervention plus intense ou si finalement ce sont des patients pour lesquels le driver catabolique est trop fort et qu'on ne pourra pas avoir d'effet. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas d'éléments à l'heure actuelle dans la littérature pour répondre à ça. Donc, il faut pouvoir faire des études dédiées aux différentes classes de patients, au moins les stratifier dans les études. Alors, une autre question. Dans votre étude, avez-vous pu évaluer l'impact de la personne ressource, donc entre parenthèses membre de la famille, pour augmenter la motivation des patients à réaliser les séances d'APA à domicile? Alors, l'étude n'était pas conçue pour répondre à cette question-là, dans la mesure où tous les patients avaient une personne ressource. Si on avait voulu évaluer l'impact de la personne ressource, il aurait fallu qu'on randomise entre des patients qui auraient une ressource versus ceux qui n'en ont pas. Là, ils l'avaient tous. Globalement, ce qui ressortait, c'est que le côté motivationnel de l'aidant était important. Et il y a d'autres données dans la littérature qui montrent que quand on ne fait pas des groupes, parce que le meilleur moyen d'augmenter la motivation, c'est de faire des groupes. Mais quand on ne fait pas des groupes, d'avoir quelqu'un de l'entourage, ça aide à augmenter la motivation. Parce qu'en fait, dans le domaine du cancer du pancréas avancé, il était aussi question pour nous de donner du sens à l'activité physique. Parce que dire à un patient de bouger pour bouger lorsqu'il se sait atteint d'une maladie avec un pronostic aussi sombre, c'est compliqué. Et d'en faire finalement un moment d'échange ou de rencontre avec un ami, quelqu'un de l'entourage, ça donnait une autre dimension à la pratique et ça contribuait justement à la dimension plaisir dont on parlait, à la pratique d'activité physique. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, hop, je vais reprendre. Donc, selon vous, quelle stratégie motivationnelle pourrait être mise en place pour favoriser la pratique des séances APA et la pratique de l'AP dans la vie quotidienne? Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit. Finalement, c'est je pense que vraiment la motivation. Il y a un écho chez Alice, je crois. La motivation, elle est reliée au plaisir. Et donc, du coup, c'est tout ce qui peut faire sortir de la contrainte et donner un aspect de plaisir à la pratique. Du coup, je vais te laisser la main. Excusez-moi, j'ai fait un souci de connexion. Voilà. Du coup, alors, je pose une question suivante. Donc, on était à la question de Hélène Pereira. C'est une question qui est souvent posée. Donc, faut-il intégrer les dépenses énergétiques de l'APA pour évaluer les besoins nutritionnels, donc calories, protéines? Et si oui, comment l'évaluer? Et on attend des études alliant APA et Agesta. Alors, dans les recommandations de l'ESPEN, il y a pas vraiment d'équation ou de guidelines pour adapter par rapport à ça. L'idée, c'est que, par exemple, dans le PHRC où on combine APA et nutrition, on vise la fourchette haute des recommandations de l'ESPEN, c'est-à-dire d'être plutôt au-dessus de 30 kilocalories kilo jour et 1,5 g de protéines par kilo et par jour. Et en se disant que, donc voilà, que ces patients, finalement, après de toute façon, les besoins sont tellement multifactoriels et aussi dépendants du catabolisme lié au cancer. Donc, ça va être après
finalement assez empirique de voir comment évolue le poids du patient pour savoir est-ce qu'il faut réajuster les besoins, enfin les apports par rapport à ses besoins. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est que donc pour augmenter la masse musculaire, il est conseillé de prendre les apports en protéines, en calories dans l'heure qui suit la pratique de l'exercice physique. Donc ça peut être par contre un élément voilà qu'on peut donner pour un peu spécifier par rapport aux exercices. Merci. Alice, je te laisse la main encore pour quelques questions. Ok, 3-4 minutes. Ensuite, il y avait une question de Stéphane Servet. Quels critères pour stratifier la dénutrition? Peut-être si tu as répondu au début. Du coup, on a évoqué, on peut stratifier les patients en fonction des critères de définition modérés, sévères de la dénutrition de la HAS, mais certainement que il faudrait qu'on arrive à pouvoir développer des études avec des biomarqueurs, donc initialement en exploratoire, parce qu'on ne pourra pas guider d'emblée une étude sur un biomarqueur sans qu'il soit validé, mais en allant au-delà de ces critères cliniques purs avec possiblement des biomarqueurs biologiques, mais qui ne sont pas encore identifiés à l'heure actuelle. C'est l'avenir des essais cliniques en APA et nutrition, mais on n'y est pas encore. Alors, on t'entend plus, ton micro est coupé, Alice, pardon. Oui, excuse-moi. Il y a une question de Élodie Maquin. Quels sont les résultats, s'il y en a, du sport plus intensif, comme le triathlon, la course à pied, par exemple? Elle dit, une amie faisait du triathlon pendant ses traitements, elle est malheureusement décédée, et elle poursuit sa question en disant, mais le médecin a dit à sa famille que cette pratique avait permis une estimation de vie de 3 ans, ou plutôt un allongement de la vie, peut-être. Au-delà de cet aspect, le sport l'a aidée psychologiquement. Alors, comme on le disait, l'intensité on sait qu'il y a un effet qu'on pratique de l'intensité modérée ou élevée. Donc, il faut que ce soit au moins modéré. Mais après, entre modéré ou élevé, globalement, le bénéfice, alors sur la base de peu de niveaux de preuve qu'on a, semble être à peu près identique. Quand c'est plus élevé, ça aurait davantage d'effets rémanents dans le temps que quand c'est modéré. Mais par contre, il ne faut pas que l'activité physique soit non plus trop élevé, parce que quand on commence à parler de trail, de choses comme ça peut aussi, c'est des épreuves pour le patient. Là, on n'est pas dans ce niveau de dose, on va dire, d'activité physique. Après, la patiente qui est évoquée, probablement qu'elle était très sportive initialement, et donc le programme d'activité physique tient aussi en compte de l'état de conditions physiques antérieures du patient. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas proposer ce même programme et les mêmes objectifs à quelqu'un qui a un antécédent de marathonien, on va dire, et quelqu'un qui sortait juste son chien une fois par jour dans le parc à côté. Oui. La question suivante, c'est plutôt un avis. Dommage que les consultations, les prises en charge des professionnels de soins de support de ville ne soient pas remboursées, au moins dans le parcours de soins en oncologie, APA, diète et psy. Est-ce que ça va venir? J'espère bien. J'espère qu'en faisant de plus en plus de lobbying autour de cette thématique, on pourra faire bouger les choses, parce que c'est ce qu'on disait, le cadre législatif est un peu hypocrite dans la mesure où on peut le prescrire, mais c'est aux mutuelles de payer. Finalement, c'est pas remboursé par la Sécu, parce que les enseignants en activité physique ne sont pas reconnus sur le même statut que les kinés, par exemple. Et donc, c'est une vraie problématique, et c'est une vraie source d'inéquité. Parce qu'en fonction de où on est sur le territoire, en fonction de dans quel hôpital on est traité, l'offre de soins va pas être la même. Donc, en effet, il faut faire bouger les lignes et parler de ces interventions pour faire bouger les lignes. Mm-hmm. Et il y a une question qui porte de Laurence Boire. Bonjour, pourquoi avez-vous fait le choix de faire le bilan nutritionnel par une infirmière et non un ou une diététicienne, qui est le spécialiste de ces questions? Alors, je suis passée un peu vite sur la diapo de notre parcours, mais en fait, le bilan nutritionnel est bien fait par une diététicienne. Pendant l'hospitalisation, le patient rencontre le kiné pour le bilan de conditions physiques, parce qu'on n'a pas de la chance d'avoir d'enseignants en APA, la diététicienne pour l'évaluation nutritionnelle. Et en fait, notre infirmière de pratique avancée, elle joue le rôle de coordination. Elle est la chef d'orchestre de tout ça. Et ayant fait le DU de nutrition, elle permet de réévaluer le patient de façon plus rapprochée et de ne solliciter la diététicienne qu'en cas d'alerte, parce que nos consultations diététiciennes, malheureusement, les diététiciennes sont un petit peu embolisées, et donc ça permettait de rationaliser les consultations diététiciennes derrière.
Et donc, elle les réadresse à la diététicienne en cas d'alerte nutritionnelle. Mhm. Il y a encore beaucoup de questions, mais on est obligé de poser la dernière. Claire Liger dit « Je suis très motivée pour une APA, mais en plein air, très difficile à trouver, mais le Covid demeure un risque en intérieur. J'ai une restriction pulmonaire suite au cancer du poumon stade 4. » Alors, donc là, c'est plus un cas individuel. Donc, il faut rappeler que ces différents aspects doivent être discutés avec l'oncologue référent de la patiente pour pouvoir bien préciser les limitations. Après, ce qui se développe beaucoup et qui est un moyen de pouvoir démocratiser l'APA et de passer par-dessus certaines limitations comme celles qui sont évoquées là, c'est la pratique en visio. Qui permet d'avoir une supervision par un professionnel en activité physique et des conseils vraiment personnalisés, sans avoir le besoin de se rendre en intérieur à l'hôpital ou d'être dans un groupe auquel on risquerait de se contaminer avec des virus ou quoi que ce soit. Donc la visio peut être une bonne solution pour ça. Oui. Il y a encore beaucoup de questions, mais on est obligé de terminer. Il est déjà 14h05. Merci beaucoup, Cindy, et encore. Et je laisse Julie le mot de la fin. Oui, merci Alice. Moi aussi, à mon tour de vous remercier toutes les deux. C'était vraiment un sujet très intéressant, la preuve des questions qui n'arrêtent pas d'affluer. Donc, juste pour information, à ceux qui sont encore présents, le webinaire sera en replay donc sur notre site web. Et puis, je vais juste vous informer que le prochain webinaire, ce sera le 14 mars 2023, et ce sera sur pesticides et santé avec l'intervention du professeur Xavier Coumeau. Voilà, donc encore merci au professeur Cindy Nazier et Dr. Alice Carrier pour cette intervention. Et puis, à très vite pour le prochain webinaire.